Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. C'est très heureux de vous retrouver sur le site internet de la République des Pyrénées ou bien sur le site internet du journal Sud-Ouest, organisateur de cette série de conférences de l'immobilier édition 2023 avec la complicité également de la régie Sud-Ouest Publicité. Un parterre d'invités, d'intervenants nous ont rejoints depuis le début de la semaine, ont animé également les colonnes et les sites internet de ces deux quotidiens autour de ce sujet ô combien important et toujours attendu, lié évidemment à tout ce qui concerne le logement, l'habitation ou bien encore l'immobilier professionnel. Troisième table ronde, vous voyez son thème s'afficher juste à côté de moi. Faut-il craindre une pression sur le logement en Béarn et Soule? Quelle drôle de question, ai-je envie de dire, surtout si l'on se réfère aux précédentes conférences de l'immobilier qu'avec Nicolas Robière pour le journal de la République, qu'avec également Thibaut Serin pour le journal Sud-Ouest, nous avons conduit au fil de ces dernières années. On a l'impression que l'on passe peut-être d'un univers à un autre. Est-ce qu'on doit craindre que la pression immobilière qui s'exerce au Pays Basque depuis de nombreuses années déborde maintenant peut-être du côté du Béarn et de la Soule? Plus largement, quels sont les besoins spécifiques de logement ici, sur ce territoire? Quelle population spécifique éprouve des difficultés à se loger? Ce sont ces questions que nous allons poser aux invités qui nous ont rejoints pour cette dernière table ronde. 3 partenaires et puis une invitée que nous avons le plaisir d'accueillir égard à ses fonctions. Madame Joëlle Gras, vous êtes secrétaire générale adjointe de la préfecture. Vous êtes arrivée dans les Pyrénées-Atlantiques il y a peu de temps finalement, avec notamment dans votre feuille de route, dans vos responsabilités, les questions liées au logement. Je vais vous inviter à prendre peut-être le micro sans plus tarder pour peut-être positionner finalement à la fois votre mission, votre intervention sur ce territoire et puis quelque part le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Lorsque vous avez en charge ces questions du logement, vous qualifiez cela de quelle façon sur ce territoire dans les Pyrénées-Atlantiques? Une chance, un vivier de développement, une exception ou un épineux problème? Soyez optimiste. D'abord, je vais expliquer pourquoi on m'a attribué cette mission. C'était une façon de déguiser le but de cette question. C'est plutôt atypique dans le corps préfectoral d'avoir cette mission dédiée sur le logement. Alors bien entendu, les Pyrénées-Atlantiques, c'est un département qui est attractif, qui est dynamique, avec une forte évolution démographique, notamment dopée par la côte, et avec un besoin de logement important. Et c'est un enjeu majeur pour l'État que de pouvoir répondre aux besoins des habitants de ce département pour se loger. Alors tout d'abord, peut-être avant d'aborder exactement ce que sont mes missions, peut-être expliquer aussi que la politique du logement, c'est une politique ô combien complexe, une politique importante, mais qui est à la fois qui est portée à la fois par l'État, mais aussi par les collectivités territoriales. Par l'État, puisque c'est le producteur de normes, c'est lui qui encadre et c'est lui qui est garant de l'équité sociale et territoriale. Mais il faut bien dire que les collectivités territoriales, depuis les lois de décentralisation, ont pris de plus en plus de compétences en termes de logement, avec la planification, les PLU, PLUI, avec le plan local de l'habitat, avec également la délégation des aides à la pierre. Donc elles interviennent de plus en plus également sur l'aspect financier en termes de logement. Donc j'en arrive à mes missions. Voilà, le préfet a souhaité me dédier cette mission qui est de faciliter les choses, d'apporter peut-être une articulation entre les différents acteurs, parce que c'est une politique qui allie à la fois les acteurs publics, l'État, les collectivités, mais également les acteurs privés, comme on l'a vu aux précédentes tables rondes. Et donc ma mission, elle est d'accompagner les élus, d'accompagner les collectivités, d'accompagner les acteurs dans la production de logements. Et pour cela, à très court terme, de pouvoir recenser des opérations, par exemple, où il y a encore quelques obstacles, des difficultés, et pour pouvoir agir avec d'autres acteurs publics pour faire en sorte que ces obstacles soient levés et faire en sorte qu'il y ait de la production de logements. Vous avez donc toute votre place, en effet, au sein de cette table ronde avec vos voisins qu'on va présenter avant que tout à l'heure Nicolas Robière et Thibaut Serin aillent plus loin dans le questionnement. Thierry Monté, le directeur général de l'Office 64 de l'habitat, on peut dire que c'est le bras armé du conseil départemental en matière de logement social. À ce titre, vous avez une bonne vision au niveau départemental de ce qui se passe. Vous intervenez aussi bien au Pays Basque qu'en Béarn. On peut dire que vous êtes le plus important bailleur social du département. Oui, tout à fait, puisque nous avons aujourd'hui à peu près 12 000 logements. On va dire que 2 tiers se situent sur la partie basque de ce territoire, 1 tiers sur la partie béarnaise, avec plus de 250 collaborateurs qui s'occupent ensuite de toute la partie de gestion locative pour le Béarn et le Pays basque.
Pas très loin de vous se trouve une structure qu'on a l'habitude de voir dans ces conférences de l'immobilier et un peu partout d'ailleurs sur le territoire, mais également dans les Landes. Il s'agit du COL, le comité ouvrier au logement. Son directeur général, Imed Roubana, va prendre le micro. Vous intervenez dans le logement social, bien sûr, avec des opérations souvent innovantes qui font parler d'elles. Je vais vous demander simplement de résumer les 3 métiers qui sont les vôtres. Le COL, c'est 3 lettres, mais c'est aussi 3 métiers. Alors, les 3 métiers qu'exerce le COL, le métier historique, c'est l'accession sociale à la propriété. Nous sommes vraiment des spécialistes de l'accession sociale à la propriété. Nous sommes également bailleurs en locatif social. Nous avons à peu près 2400 logements en patrimoine qui sont situés aux 2 tiers dans le Pays Basque et 1 tiers dans le sud des Landes. Et nous sommes également aménageurs puisque nous réalisons des opérations d'aménagement pour permettre de produire des logements, que ce soit en locatif, en accession ou même en libre. Le qualificatif d'innovant, vous trouvez qu'il correspond bien finalement à votre façon d'appréhender ces questions ? Alors c'est vrai qu'on essaye d'être utile à nos territoires et comme on est dans des périodes complexes qui nécessitent des réponses adaptées à cet environnement, on est obligé de trouver des solutions nouvelles et donc d'innover. Et je pense que l'innovation caractérise bien le COL. Benoît Dupé, vous êtes responsable du service habitat au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques qui vient d'annoncer des aides absolument spécifiques aux jeunes pour le logement, mais qui intervient évidemment auprès d'autres publics, dans l'aide au logement, avec des dispositifs que vous détaillerez tout à l'heure, je pense, dans le débat. Je parlais d'adjectifs pour qualifier tout à l'heure l'action du COL. Vous choisiriez quel adjectif pour qualifier l'action de la collectivité qui est la vôtre en matière de logement ? Je ne vous fais pas un QCM, vous avez réponse libre. Bonjour à tous. Faites attention, je connais la réponse de votre président dans le supplément paru lundi. L'action du département, le département porte une vision d'aménagement durable des Pyrénées-Atlantiques, avec un vrai enjeu de lutter contre les déséquilibres territoriaux, mais aussi d'apporter une vraie réponse en termes de cohésion sociale. Il dispose effectivement d'outils stratégiques, comme le plan départemental de l'habitat qui est porté conjointement avec les services de l'État. Depuis 2018, il s'est positionné comme chef de file du logement très social. Et depuis une année, dans un contexte de crise du logement à l'échelle des Pyrénées-Atlantiques, le département a engagé donc un plan logement ambitieux avec des moyens financiers inédits. C'est 24 millions d'euros de crédits d'engagement annuels qui ont déjà permis de débloquer l'équivalent de 360 logements dans un contexte qui a été cité précédemment, c'est-à-dire une situation inflationniste sur les prix des matériaux, d'autres facteurs que vont expliquer nos collègues bailleurs qui aujourd'hui impactent fortement la dynamique de production. Donc voilà, à ce quoi concourt aujourd'hui le département. Vous avez dit ambitieux, Jean-Jacques Lassalle, le président du département, a dit volontariste dans les colonnes du supplément. Nicolas Robière, qui est sorti mardi dernier, j'ai l'impression que ça va être une table ronde intéressante, ça rabat les cartes, j'ai l'impression, par rapport à ces dernières années. Oui, c'est une table ronde qu'on a voulu et qu'on a thématisée sur le Béarnais-Lassou. Vous savez qu'on a d'abord parlé de l'état du marché dans la première, dans la seconde, on faisait un focus sur Pau. Et là, on s'est posé la question de savoir, on le sait, nous, on vient des Pyrénées-Atlantiques, on est dans un département bicéphale. On sait aussi que pendant des années, la conclusion des conférences dans l'immobilier, c'est le moment d'acheter à Pau et en Béarn parce que les prix sont bas. Et là, on a vu quelques petits signes avant-coureurs, et c'est pour ça qu'on va vous interroger, c'est sur cela. C'est par exemple à Gottin-Libarinx, en Soule, une occupation de maison contre la spéculation immobilière. C'est le syndrome des volets fermés en Vallée d'Aspe qui a alerté certains élus qui rappellent que 43% des 2441 habitations, soyons précis, sont désormais occupées par des résidences secondaires. C'est un frémissement aussi de l'immobilier aux Franches du Béarn, à Salis par exemple. Monsieur Montet, vous me l'avez dit au moment de la préparation de cette table ronde. Donc on voulait se poser la question de savoir si la pression que l'on connaît côté basque est en train de se reporter côté béarnais et comment on envisage ceci, sachant qu'on a entendu monsieur Zellner lors de la deuxième conférence de l'immobilier dire qu'on était sur une pression manageable. Vous êtes là pour nous dire finalement, nous faire un état des lieux de cette question et on est ravis notamment d'avoir Madame Gras, puisque Madame Gras, c'est votre boulot, hein, vous avez été envoyé là, pas uniquement, mais on a ce sentiment, vous allez peut-être nous le dire ou pas, hein, que vous avez été d'abord envoyé pour gérer les problèmes immobiliers du Pays Basque et pas forcément du Béarn. Est-ce que c'est vrai ou pas ?
Alors, il est vrai qu'il y a une tension immobilière et foncière sur le Pays Basque qui est bien plus accrue. Néanmoins, je précise quand même que ma mission est bien départementale et que même si je focalise un petit peu sur le Pays Basque parce qu'il y a une demande très urgente, je travaille également avec les collectivités du Béarn, de la Soule. Peut-être pour faire aussi un comparatif, Pays Basque, il y a quand même le phénomène de littorisation. C'est un phénomène national qui touche d'ailleurs pas que le Pays Basque. Un phénomène même qu'on pourrait qualifier d'assez ancien. C'est aussi les congés payés, les retraités qui viennent dans le sud et sur le littoral, qui ont fait qu'il y a cette attractivité du littoral. Néanmoins, ça évolue. C'est-à-dire qu'autant précédemment, c'était plutôt la saison estivale qui attirait. Aujourd'hui, il y a une permanence, c'est tout au long de l'année qu'il y a une attractivité sur le littoral. Et puis, il y a eu bien sûr l'effet Covid, et puis le phénomène de télétravail, qui fait que désormais, on a envie de travailler tout simplement là où on a envie de passer des vacances. Donc voilà, il y a une forte attractivité du littoral basque. Cette forte attractivité fait que ça a été considéré, et c'est la loi qui le détermine ainsi, comme une zone tendue. C'est-à-dire que dans le Pays Basque, il y a 24 communes, donc depuis la loi Allure, qui sont déterminées par la loi, qui considèrent que c'est un territoire tendu. Donc 24 communes où, en effet, il est difficile de se loger parce que les prix ne sont pas abordables et parce qu'il y a une vraie déconnexion entre l'offre et la demande. C'est à la fois cette tension et qui est alimentée par un flux à la fois de touristes et un flux massif fait qu'aujourd'hui dans le Pays Basque, il y a plus de locations à la fois de résidences secondaires mais aussi de locations de meublés de tourisme que de locations à l'année. D'où cette grande difficulté qu'il y a sur le Pays Basque. Si on compare avec le Béarn, sur le Béarn, on est plutôt sur même s'il y a une petite évolution, une stabilisation démographique qui fait qu'on a moins cet afflux de population et moins cet impact sur l'immobilier qui est consacré soit à des résidences secondaires, soit à de la location de tourisme. Néanmoins, et vous l'avez abordé, dans le secteur montagne, on voit quand même qu'il y a ce phénomène, à la fois ce syndrome des volets fermés, qui a une forte augmentation des résidences secondaires, quasi 50% dans certaines communes, qui fait que voilà, il y a aussi cette tension qui évolue et on voit que autant au départ ça ne concernait que la côte, on voit que cette attractivité se diffuse sur le rétro-littoral mais aussi sur l'intérieur et on voit qu'il y a une forte évolution qui vient toucher tout le département. Est-ce que vous avez des chiffres qui permettent de montrer, de faire cet état des lieux sur la différence Pays Basque-Béarn? Est-ce qu'on a des chiffres sur cette chose-là? Alors, je peux évoquer notamment la tension qu'il y a sur le logement social, parce qu'il est vrai que je travaille quand même un peu plus sur le logement abordable, le logement social. Et on voit que la tension évolue, en effet, entre la demande et l'offre. La tension en termes de logement social, c'est quoi? C'est le rapport qu'il y a entre le nombre de demandes, et on sait que 70% de la population est éligible au logement social, donc le rapport qu'il y a entre cette demande et l'offre, c'est-à-dire les attributions de logements sociaux. Pour l'année 2022, par exemple, c'est plus de 21 000 demandes qui sont comptabilisées dans le département. Les 2/3 sont dans le Pays Basque et un gros quart dans la communauté d'agglomération de Pau. Sur ces 21 000 demandes, il y a 2700 logements qui sont attribués. Et globalement, on voit que la tension s'accélère, c'est-à-dire que dans le Pays Basque, vous avez 10 demandes pour une attribution, alors que dans le Béarn, vous avez 5 demandes pour une attribution. Et on voit que cette tendance a même évolué, parce que si on le compare à l'année précédente, on était plutôt à 7 sur le Pays Basque, et on était à un peu plus de 3 dans le Béarn. Donc on voit quand même qu'il y a une évolution, mais qui touche tout le département. Et en termes de délai également, puisque c'est aussi une des difficultés, et notamment pour les jeunes qui font des demandes de logements sociaux et qui ont besoin d'une mobilité, pour raison de mobilité professionnelle, un logement rapidement, on voit que ces délais sont aussi énormes. Globalement, il faut compter 23 mois d'attente dans le Pays Basque pour avoir un logement social, et il est j'avais pris les chiffres,
10 mois dans le Béarn. Alors, un peu moins, mais un peu moins d'une année pour avoir une attribution de logement. Thierry Montet pour l'Office 64 de l'habitat. Vous intervenez aussi dans le Pays Basque de façon massive et plus ciblée en Béarn. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre action ? Oui, dans notre échange préalable, j'ai parlé de coûts humains en Béarn contre la massification de la production et de la demande en Béarn, en Pays Basque. Pour compléter les chiffres de Madame Gras, juste quelque chose qui marque, c'est 46% de la population qui vit en Pays Basque, mais c'est quasiment 65% de la demande. L'Office 64 de l'habitat a produit 5000 logements ces 15 dernières années, 4150 en Pays Basque, le reste en Béarn. Donc, pour reprendre les propos de Thomas Zellner tout à l'heure, la pression est assez immanageable. On a un luxe en Béarn, c'est celui de pouvoir avoir une approche de territoire, une approche des besoins de la population de façon beaucoup plus fine. Et moi, en tant que bailleur du département, je ne dirais absolument pas qu'il n'y a pas de besoin en Béarn. La spécificité de l'action de l'Office sur le Béarn a été de venir travailler sur des communes en rural, puisque nous sommes présents dans plus de 130 communes sur le territoire béarnais. Alors ça, c'est intéressant. On aurait l'impression, quand on entend les chiffres de masse, c'est, je crois, 2/3 de demandes au Pays Basque de logements sociaux, 1/4 l'agglo de Pau. On ne pense pas forcément au Béarn rural, voire à la Soule. Il y a des besoins malgré tout ? Oui, tout à fait. Il y a des besoins importants pour des populations spécifiques. Alors je vais être concret. Nous étions il n'y a pas longtemps sur le territoire de la vallée d'Aspe et du Haut-Béarn rencontrer les élus qui ont exprimé leur détresse par rapport à la difficulté de trouver du logement locatif social et de l'accession. Il y a des jeunes actifs, il y a des familles qui ont envie de s'installer chez elles, il y a des entreprises qui cherchent de la main-d'œuvre, mais cette main-d'œuvre, elle a du mal à se fixer parce qu'elle ne trouve pas de logement. Actuellement, sur des territoires, sur des communes comme Accous ou Bedouce, on va faire du logement locatif de petite taille pour du jeune actif, mais aussi on va faire de l'accession sociale pour des familles qui désirent s'installer sur ce territoire. Et paradoxalement, alors j'étais en reportage en vallée d'Ossau récemment, et on le constate, il y a des volets clos, c'est-à-dire qu'il y a des maisons qui ne sont plus habitées, et à côté de ça, des gens qui cherchent à se loger. Comment on travaille sur cette problématique-là ? Là, il y a un gros enjeu de convaincre les propriétaires privés de bénéficier des aides que le département met à disposition de propriétaires privés pour rénover ces logements et les inciter à la location. On a un exemple en Vallée d'Aspe. Imed Rabana, vous qui dirigez le col, vous avez eu une opération, on en a fait un reportage d'ailleurs, de bail réel solidaire. Alors, expliquez-nous ce qui s'est passé, comment vous avez pu mettre en place cette opération qui a permis en fait de loger des gens, justement, des actifs sur la vallée d'Aspe. Peut-être un mot pour expliquer ce que c'est que le bail réel solidaire, qui est un dispositif qui est extrêmement important, qui est basé sur la dissociation entre le foncier et le bâti. Pour illustrer le propos, alors je vais prendre un exemple du Pays Basque où nous avons été confrontés à la problématique où le maire de Guétari, qui il y a maintenant 7-8 ans, m'a appelé en me disant « Monsieur Robana, le T3 que vous avez vendu à 152 000 € en PSLA, qui est l'accession sociale classique, est en train de se revendre 10 ans après, puisqu'on a des clauses anticipatives de 10 ans dans le PSLA, enfin, qu'on avait mis en place, à plus de 420 000 € et pour être occupé un mois par an en résidence secondaire. Il m'a dit « c'est pas possible, on fera plus d'accession sociale ». Et c'est vrai que j'étais un peu sec à l'époque, puisqu'il n'y avait pas d'autres dispositifs qui permettaient de ça. Et c'est pour ça que nous avons été au col pionnier un peu dans ce dispositif, le bail réel solidaire. Aujourd'hui, notre accession sociale à la propriété, on n'en réalise que sous cette forme-là, parce qu'aujourd'hui, c'est absurde. On parlait dans la précédente table ronde du zéro artificialisation nette. C'est absurde aujourd'hui de se dire qu'on produit des logements qui sont accessibles au plus grand nombre et qu'au bout d'un certain temps, les gens revendent avec des plus-values. C'est des projets souvent qui ont obtenu des aides publiques, que ce soit par le biais de terrains moins chers, de subventions des collectivités ou même de TVA réduite. Aujourd'hui, c'est plus raisonnable de faire une production de logements qui ne soit pas durablement abordable. Donc c'est pour ça que nous avons été dans ce dispositif. Et alors pour
revenir au logement qu'on est en train d'acheter en fait à I12 pour faire du bail réel solidaire. Donc c'est un village pour lequel effectivement il y a une très forte tension, mais malgré tout essentiellement résidence secondaire. Donc là l'objet c'était de faire en sorte que ce logement il devienne une résidence principale et qui va devenir durablement abordable et durablement habité en résidence principale. Et on le fait aussi grâce à l'intervention du département. Enfin, je tiens à souligner malgré tout l'aide importante, hein, c'est vrai, je le confirme, sur l'ensemble du territoire du département qui accompagne de manière importante et sans qui ces opérations sortent difficilement. Le département justement qui a lancé un plan pour le logement des jeunes. Est-ce que, Benoît Dupé, ce sont les jeunes basques qui sont concernés ou vraiment l'ensemble des habitants des Pyrénées-Atlantiques? Donc juste d'abord en préambule, rappeler que effectivement le département a lancé ce plan jeune en 2022 qui est interdépendant du plan logement 64 et qui comporte plusieurs axes en faveur des jeunes, notamment une orientation en matière d'accompagnement des jeunes dans et vers le logement, mais aussi en termes de déploiement d'une offre de logement adaptée aux besoins et des besoins particulièrement très, très hétérogènes. Alors nous connaissons tous effectivement la situation du logement et la situation très tendue du logement au Pays Basque et la pression exponentielle de la demande en logement social qui a été dit, elle concentre aujourd'hui 65% de la demande en logement social à l'échelle des Pyrénées-Atlantiques. Pour autant, nous observons en Béarn des fragilités et un certain nombre d'enjeux de façon plus marquée dans les communes qui exercent une fonction de centralité. Hors secteur aggloméré, donc Oloron, Orthez, Morlas, Naï, et globalement les communes qui ont été labellisées petites villes de demain. Donc des secteurs en fait qui se caractérisent par une pénurie d'offres, donc de petits logements qui éloignent de plus en plus les jeunes de leur lieu d'activité. Pour illustrer en fait ce constat, ces éléments de contexte, la ville de Salis en 5 ans a perdu 16% de ses 15-29 ans. La communauté de communes du Haut-Béarn a aujourd'hui un taux de tension sur la demande en logement social qui est aussi fort que celui que l'on connaît à l'échelle de l'agglomération au Pays Basque, avec particulièrement, et ça a été dit, la question donc de la vallée d'Aspe, avec le phénomène des résidences secondaires, mais aussi de la spéculation immobilière, qui éloigne toujours plus et progressivement donc les jeunes de leur lieu de vie. Quelques constats également à partager. Une majorité des jeunes aujourd'hui habitent le parc locatif privé, c'est-à-dire le parc le plus cher. Les jeunes sont les premières victimes des crises économiques. L'accès au logement est une véritable course d'obstacles entre des ressources insuffisantes, des revenus 3 fois supérieurs au montant du loyer, refus de prise en compte des contrats à durée déterminée et un faible nombre de logements. Et paradoxalement, c'est cette même classe d'âge qui dispose de revenus les plus faibles qui aujourd'hui connaît le niveau de loyer le plus élevé. Un élément également de partage qui est important à souligner, c'est qu'aujourd'hui la mobilité des jeunes, elle apparaît comme étant peu compatible avec les délais d'attente pour obtenir un logement dans le parc social. Et on le voit proportionnellement, effectivement, l'occupation dans le parc social, cette représentation des jeunes, elle est quand même sous-représentée. Mais aussi l'offre en hébergement temporaire telle que à travers les résidences sociales ou les foyers pour jeunes travailleurs, qui pourraient répondre à ces problématiques, notamment sur la question du double logement pour les apprentis, elle apparaît également comme insuffisante aujourd'hui. On voit néanmoins dans ce contexte émerger un certain nombre d'initiatives, notamment des employeurs, essentiellement en secteur rural, des employeurs qui se saisissent d'opportunités foncières pour développer une offre de logement adaptée à des futurs jeunes qui vont recruter, ça c'est surtout une réalité dans le secteur de l'artisanat. Des principes de colocation en secteur rural que l'on ne connaissait pas, voilà, donc c'est un phénomène également nouveau. Le rôle des communes qui aussi aujourd'hui joue un véritable rôle de bailleur social mobilisant du bâti existant pour proposer donc des solutions à des jeunes.
Le département également porte, en collaboration avec Solia Pays Basque, une expérimentation de villages itinérants à destination donc, des travailleurs saisonniers, et aussi donc, de nouvelles formes d'habitat hybrides à destination des jeunes qui va permettre de répondre à différentes solutions, différents besoins au cours de l'année. Alors, plus globalement, Monsieur Monté, il y a la question du renouvellement des locataires en logements sociaux. Ça, c'est une question, je crois. Alors, on a entendu les délais d'attente, ils sont importants, même en Béarn. Même si je ne connais pas la moyenne nationale, mais 10 mois, ça me paraît assez long. Et comme vous disiez, il y a de la mobilité chez les jeunes. Or, on sait très bien que 70% des Français sont éligibles au logement social, mais que l'âge des locataires augmente. En gros, les locataires vieillissent en logement social et vous avez du mal à en proposer de nouveaux pour des jeunes qui pourraient arriver. Comment vous abordez ce défi, vous, en tant que... C'est un vrai défi. Complètement. Hein. Donc, je pense que le métier de bailleur social, c'est s'adapter aux évolutions de la société. Quand vous dites, il y a plusieurs questions, 70% de la population peut relever du logement social, effectivement, en fonction de vos ressources, des plus précaires aux classes moyennes, suivant le type de financement, on peut occuper du logement social. La population, donc, effectivement, aujourd'hui, premier élément, on a une population plutôt classe moyenne qui vient, surtout sur la partie basque du territoire, gonfler les listes d'attente. C'est une chose. On sait très bien que l'on ne pourra pas répondre autant que de besoin à cette demande. Nous, à l'Office 34, pour être sûr de ne pas se tromper, on a au cœur du réacteur un observatoire des territoires qui nous permettent de savoir où aller, comment y aller et pour qui aller. Je vais vous donner un exemple très très concret qui n'existe pas encore en Béarn, mais que nous espérons dupliquer. Nous avons un besoin de logement étudiant, surtout depuis qu'il y a de l'alternance, de façon exponentielle, très très fort sur le Pays Basque. 500 logements Crous, gérés par le système universitaire, 5000 étudiants. D'ici 12 ans, il y aura 7500 étudiants. Nous, bailleurs sociaux, sur le littoral, de Hendaye à Bayonne, nous avons 750 logements en sous-occupation, occupés par des personnes de plus de 60 ans. On sait très bien qu'on ne pourra pas construire, densifier autant de logements pour les étudiants que de besoins. On lance une action, on espère être opérationnel dès la rentrée de septembre pour permettre, dans un cadre prévu par la loi Elan, à des plus de 60 ans de louer, avec un bail que nous gérons, contre rémunération, à des jeunes étudiants et en particulier à des jeunes alternants qui peuvent avoir un logement à Toulouse, mais aussi à Biarritz, parce que leur entreprise d'accueil est à Biarritz, de venir cohabiter dans un cadre rémunéré, avec de la médiation sociale et avec du personnel qui va venir travailler sur ce rapprochement entre l'offre et la demande. On espère beaucoup de ce dispositif qu'on essaimera, mais c'est là, pour un bailleur social, d'être... Inventif. Voilà. Pour un minima inventif, il faut être persuasif aussi, parce qu'il faut persuader un locataire qui est là depuis des années, d'avoir un petit jeune qui vient loger. C'est compliqué ou pas? Alors on démarre, on a une dizaine de candidats, c'est pas simple, il faut rassurer. Le fait que ce soit un bailleur social, l'Office 64, le Crous, qui est quand même une instance connue, ça rassure. Le fait qu'on a des professionnels, c'est pas uniquement une plateforme, des travailleurs sociaux de notre côté, des travailleurs sociaux du côté du Crous, qui vont travailler sur les profils pour convaincre. Le fait que c'est pas une relation d'aide ou de solidarité, c'est une relation avec un contrat. Une chambre de 10 mètres carrés va être louée 140 € par mois. Ces 140 € sont neutralisés au niveau du fisc et ne vont pas impacter les allocations, les APL du locataire. Le sous-locataire, s'il ne touche pas d'APL ailleurs, pourra bénéficier d'APL. Donc on a tous les éléments, je me dis, pour que ça marche, contrairement à des dispositifs qui ont eu lieu jusqu'à présent, qui étaient basés plutôt sur la solidarité entre un jeune et une personne plus ancienne. Joël Gras, sur le renouvellement voilà, dans les logements sociaux, quel regard l'État a sur ce type de dispositif? Alors il est vrai qu'au niveau national, le parc social est très vaste. Nous, c'est le choix de notre politique de logement. En dépit des nouvelles constructions, des nouveaux logements, en effet, ce parc est de moins en moins ouvert aux nouveaux entrants. Ça a été dit, hein, on voit que la moyenne d'âge est globalement supérieure à 50 ans. Et ceci s'explique par le droit au maintien, c'est-à-dire le droit au maintien dans les lieux des personnes qui sont éligibles au logement social. C'est-à-dire on ne peut pas pousser vers la sortie une personne qui occupe un logement qui est trop grand pour elle.
Concrètement, c'est ça. C'est cela, c'est-à-dire qu'elle a droit de rester dans son habitation. Donc, ceci implique nécessairement, et comme le fait l'Office 64, d'avoir une gestion active du parc existant et justement d'avoir ces mesures incitatives, alors notamment en effet pour les personnes seules qui sous-occupent un vaste logement, qui pourraient bénéficier à une famille d'être mobiles et d'accepter un logement plus petit, correspondant davantage à ses besoins, peut-être aussi moins énergivore, puisque plus adapté à l'habitat pour une seule personne. Donc oui, en effet, c'est une gestion active qui est nécessaire du parc existant. Imed Robana, on a parlé location, mais il y a beaucoup de volonté d'accession à la propriété. Dans notre supplément de 12 pages, la responsable de votre agence paloise, elle part d'une demande grandissante alors que les taux d'intérêt augmentent. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a aussi cette question, est-ce qu'il y a une pression sur la demande d'accession à la propriété pour les bailleurs sociaux que vous êtes? Alors aujourd'hui, évidemment, la pression est plus forte sur le territoire du Pays Basque, mais elle commence à l'être également en Béarn. Aujourd'hui, la problématique à laquelle on nous sommes confrontés, c'est effectivement l'effet ciseau des taux d'intérêt qui augmentent et des coûts de construction qui ont également augmenté de manière relativement importante. Donc aujourd'hui, on essaie de trouver la bonne formule justement pour pouvoir ouvrir l'accession sociale à la propriété au plus grand nombre et notamment à ceux pour qui c'est important de loger pas trop loin de l'emploi. Alors c'est quoi la bonne formule pour vous? Je poserai la question à l'Office 64 aussi. Écoutez, deux formules. La première, que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le bail réel solidaire. Donc aujourd'hui, ça permet vraiment de faire en sorte que, grâce à des prêts de très longue durée de la Banque des Territoires, que le prix du terrain ne soit plus, et l'aménagement même, puisque en fait on peut porter sur une très longue durée et le prix du terrain et les travaux d'aménagement. Donc ça permet d'ouvrir cette accession sociale à la propriété à des personnes qui n'auraient pas pu accéder sans ce dispositif. Alors juste à côté d'ici, il y a un chantier qui est en train de se terminer bientôt, qui est entre l'angle de la rue Carrero, c'est voilà. Ça, à Pau. Et là, c'est un projet extrêmement important pour lequel la collectivité a fait un effort conséquent, puisqu'on a acheté le terrain à l'euro symbolique, il faut le souligner. Mais jusqu'à présent, quand on faisait de l'accession sociale à la propriété, ces logements auraient pu être vendus avec de très fortes plus-values, alors même que là, nous allons pouvoir disposer d'un parc d'accession sociale à la propriété qui va être durablement accessible, puisque les personnes peuvent revendre à des prix qui sont plafonnés et des clauses anticipatives qui sont illimitées dans le temps. Donc ça, c'est le bail réel solidaire. Il y a un autre dispositif qui me paraît extrêmement important et intéressant pour notamment les personnes qui aujourd'hui sont exclues du crédit bancaire, qui est un dispositif qui s'appelle la SCI-APP, Société civile immobilière d'accession progressive à la propriété. Alors c'est un nom un peu barbare, mais qu'on appelle aussi la location-vente. Donc ça s'adresse à des personnes qu'on aurait pris dans du locatif social sans problème, mais qui aujourd'hui ne sont pas finançables par des banques. Donc ils sont locataires HLM d'une SCI dans laquelle ils sont également associés et ils vont payer à peu près un loyer plus 25%. Et là-dedans, tout est prévu. Les acquisitions de parts, les provisions grosses réparations. C'est la seule accession très sociale qui ne peut pas se transformer en copropriété dérivée puisqu'on a prévu dans le loyer plus 25%, notamment les réhabilitations nécessaires qui seront nécessaires dans l'avenir de l'immeuble. Donc c'est un dispositif qu'on a réalisé notamment à Pau, à Billère, à Morinx, pas très loin d'ici, et qui est vraiment un dispositif extraordinaire pour les gens. Et on voit bien que comme c'est leur logement, on est très favorable au locatif social, donc il ne faut pas, opposer les deux dispositifs. Mais là, ça, en plus du fait d'être locataire, on sait que c'est pour soi et donc c'est très responsabilisant pour les publics. Thierry Montet, juste, est-ce que vous voyez arriver ces jeunes ménages privés de prêts parce que les taux augmentent, parce qu'il y a besoin d'apports aussi de plus en plus? Et quelle est votre réponse? Oui, là, effectivement, donc on produit à peu près 150 logements en accession par an. C'est vrai que ces derniers temps, déjà le téléphone sonne un peu moins et on a beaucoup de refus de dossiers par les banques puisque ces publics-là n'ont pas d'apport suffisant.
Voilà. Donc d'un côté, on a cette population qui est rejetée de ce dispositif, et d'un autre, on a toute une population de classe moyenne qui dépasse légèrement ces plafonds de ressources et qui, eux, ne peuvent trouver strictement aucune réponse, en tout cas sur le marché libre. Il y a une autre pression qui se fait, en tout cas qui se fait jour, c'est le logement des seniors. Je crois que, Monsieur Dupeil, vous avez des formules, là encore, qui ont été pensées pour ces populations spécifiques. Oui, effectivement. Donc, autre public spécifique, néanmoins sous la responsabilité du département, à travers sa compétence sur les solidarités humaines. Le premier enjeu en ce qui concerne les personnes âgées, c'est le maintien à domicile. Le département porte donc un programme d'intérêt général sur les 8 EPCI béarnais. Les 2 agglomérations ont également en maîtrise d'ouvrage le même type de dispositif qui vise en fait à financer les travaux d'adaptation des logements des propriétaires occupants modestes en perte d'autonomie ou soumis à des conditions de vieillissement. Ce dispositif il repose sur la mobilisation de financements aujourd'hui qui sont très conséquents, qui réunissent à la fois des financements de l'ANA, donc de l'Agence nationale de l'habitat, qui sont délégués au département à travers notre compétence de délégation des aides à la pierre, qui viennent se cumuler au financement du département également, et c'est la particularité, c'est que tous les EPCI de notre territoire de délégation sont partenaires de notre dispositif, ce qui fait aujourd'hui que les aides sont très très favorables. Il permet en outre un accompagnement individualisé afin d'apporter une réponse au plus près des besoins, qui repose d'abord sur une visite à domicile, sur une aide au montage des dossiers, et également sur l'optimisation des plans de financement, puisque on peut, mécaniquement ou mathématiquement, on peut mobiliser 100% de financement à travers donc, cet accompagnement. L'autre point, effectivement, en complémentarité du bien vivre chez soi, et dans les parcours résidentiels à destination des personnes âgées, il apparaît également d'autres formes et de nouvelles formes d'habitat que l'on qualifie d'inclusives, d'intermédiaires, entre le domicile et l'établissement social médico-social, c'est-à-dire l'EHPAD ou la résidence autonomie. Et là, effectivement, nous disposons de très bonnes références dans ce domaine qui ont été portées par les principaux bailleurs qui interviennent dans le département, donc l'Office 64, le COL, Domo France et Pau Béarn Habitat. Là aussi, les besoins sont prégnants au regard de l'accélération du vieillissement de la population dans le département, environ 33% de plus de 60 ans. Et si on se projette à l'horizon de 2050, les plus de 75 ans seront aussi nombreux que les moins de 20 ans. Voilà. Donc cette offre locative sociale alternative à destination des personnes âgées autonomes a beaucoup évolué au cours de ces 4 dernières années. Elle s'est structurée grâce notamment à un renfort législatif à travers la loi Elan, qui a apporté un cadre juridique et un véritable statut à cet habitat inclusif. Voilà. Notamment, cette loi a permis de combler les trous de la raquette, notamment en ce qui concerne le financement des espaces de vie partagés. Ça, c'était un gros banc et un gros besoin dans les équilibres d'opération, mais également la distribution d'une nouvelle aide individualisée qui s'appelle l'aide à la vie partagée et qui va être un vrai levier pour animer et faire vivre en fait ces habitats inclusifs. Thierry Montet, vous avez des demandes spécifiques, et Imed Robana aussi, vous avez des demandes spécifiques sur ces logements Oui, énormément. Donc, dans la ligne droite des propos de Benoît, nous avons créé notre marque d'habitat inclusif, Ovéole. Nous avons actuellement une centaine de places, plutôt dédiées à des seniors, attention, qui sont autonomes, mais en situation souvent d'isolement social. On est plutôt dans de la prévention. On parle de seniors de quel âge ? Les seniors, alors sur l'exemple que j'ai en tête, on a les plus jeunes à 67-68 ans jusqu'à 80 ans à peu près. Voilà. Tant que l'autonomie est là, ces logements sont complètement compatibles avec une certaine qualité de vie. Voilà, donc ça c'est un enjeu important. On a livré à Larouin, à Artix, on va livrer à Gers, on a des projets à Pouilly-de-l'Escar, sur Malaussane, particulièrement en Béarn. C'est ça le coût humain aussi, puisqu'on a le temps de penser et de pouvoir faire des choses bien adaptées.
sur ce territoire. Et puis aussi, il y a l'enjeu par rapport au vieillissement en interne d'adapter le logement. La moyenne d'âge de nos locataires est de plus en plus ancienne. Aujourd'hui, j'ai plus d'une centaine de résidences avec une moyenne d'âge de plus de 70 ans pour lequel nous avons des plans d'investissement, d'adaptation du logement et des parties communes très ambitieux. Imed Robana, comment vous œuvrez sur cette question des seniors? Toujours sur le vieillissement. Alors effectivement, on intervient par plusieurs biais. En fait, on est très engagé dans l'habitat participatif. Et dans ce type de projet, particulièrement, on a des personnes seniors qui ne veulent pas vieillir seules. Et donc, le fait d'être dans un projet où les habitants se connaissent, donc ça peut répondre de manière un peu naturelle, en fait, à un problème de logement des seniors. Mais nous avons également des projets dans lesquels nous avons, d'ailleurs, avec encore une fois l'aide du département, des dispositifs d'habitat inclusif. C'est ce qu'on appelle des maisons partagées qui sont destinées à des publics seniors, donc à partir de 65 ans, on va dire, et qui va être gérée par une association qui va faire de l'animation. Et pour pouvoir financer cette animation, il y a un dispositif qui s'appelle l'aide à la vie partagée, qui est cofinancé entre le CNSA et le département. Messieurs, dernière Allez, question. Oui, je crois que je regarde l'heure. C'est la dernière question qui nous vient. On voit qu'il y a des besoins qui commencent à monter sur le territoire du Béarn et de la Soule. Comment vous voyez ces prochaines années? Est-ce qu'on va vers des pénuries comme au Pays Basque? Quels sont les grands enjeux à prendre en compte dans le logement en Béarn et Soule ces prochaines années? Madame Gras, j'ai envie de vous poser la question, vous qui devez suivre ces dossiers de manière très précise et spécifique. Je dirais qu'il y a une approche qui est à la fois constructiviste, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de logement, donc on produit plus pour pouvoir répondre aux besoins. Mais il n'y a pas que cette approche-là, il y a aussi une approche qualitative qui est à la fois adaptée aux enjeux environnementaux et aussi aux enjeux sociétaux. Alors, sur les enjeux environnementaux, on le voit, et puis des efforts sont faits. Des efforts sont faits avec notamment le fonds Friche, je rappelle, c'est 3,2 millions dans le département, avec la lutte contre l'étalement urbain. On parle du fonds Friche, je vous coupe, désolé. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu ce qu'est le fonds Friche et comment ça fonctionne? Le fonds Friche, c'est dans le cadre du plan de relance qu'a été mis en avant un fonds justement pour permettre de construire sur de l'existant et au travers de ces sols artificialisés qui étaient dédiés à des friches, de pouvoir les rénover et faire de l'habitat. Et finalement, c'est une dotation, un fonds qui a été pérennisé. Et cette année, il a été voté dans le département une enveloppe de 3,2 millions et dédiée justement à ces opérations qui permettent de construire, de produire du logement. Est-ce qu'à terme, dans quelques années, on peut se retrouver avec une situation en Béarn qui se rapproche de celle du Pays Basque? Je pense à l'ouest du Béarn notamment. Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'imaginer? Mais on voit qu'il y a une évolution et que la tension s'amplifie. Donc c'est aussi aux collectivités, et nous, État, à accompagner les collectivités, les bailleurs sociaux, les opérateurs privés, à anticiper cette évolution et à faire en sorte qu'on ne subisse pas justement cette tension qui progresse. Et donc à avoir à la fois, comme je l'ai exprimé, cette volonté de produire plus, mais aussi d'adapter le logement aux enjeux environnementaux, aller dans la sobriété foncière et aussi aux enjeux sociétaux, c'est-à-dire répondre aux besoins des seniors, préserver le pouvoir d'achat des concitoyens, apporter aussi des fonds, des dotations pour aider à rénover, à reconstruire sur de l'existant. Ça a été dit, l'Agence nationale de l'habitat y participe. Dans le département, c'est une enveloppe de 14,2 millions qui est consacrée au parc privé pour justement apporter un financement, un soutien à la rénovation et faire en sorte que ce soit des logements moins énergivores. Donc on répond à la fois à un besoin sociétal et à un besoin environnemental. Imed Robana, est-ce que vous voyez, à moins que la mer ne monte jusqu'à Salis, est-ce que vous voyez une pression arriver sur le Béarn et la Soule ou pas forcément? On voit une pression, mais je dirais que la chance de ce territoire, c'est qu'il a le temps de réagir, en fait. Et c'est là où ça me paraît vraiment extrêmement important de dire qu'aujourd'hui, et c'est le cas, les collectivités sont en train de s'organiser de manière à ce qu'on ne subisse pas ce qui est arrivé au Pays Basque de manière très, très violente, en fait. Donc, du coup, aujourd'hui, je pense que les outils existent.
Et ça passera forcément par l'intervention des collectivités, par une forme de régulation, parce que si on ne régule pas, c'est là où on subit les dispositifs de manière raisonnée et raisonnable, évidemment, hein, mais il faut anticiper, réguler, et c'est le maître mot pour éviter qu'on se retrouve dépassé par la vague. Thierry Monté, même question. Alors oui, il y a un peu plus de pression. C'est vrai que les taux de vacances sur la partie béarnaise de nos interventions, c'est fortement réduit. Aujourd'hui, l'enjeu pour moi, il est national, hein, ça dépasse ce territoire. Il y a une forte baisse de la production de logements et de logement social en particulier. Aujourd'hui, pour moi, mon souci, c'est de continuer à avoir une production de qualité qui corresponde aux besoins. Et c'est ça qui est en cause, parce qu'un territoire qui n'arrive pas à produire pour ses habitants, c'est tout ce qui concerne la cohésion du territoire qui est en cause. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe aujourd'hui au Pays Basque au niveau de la structuration des défenseurs, des demandeurs de logement que l'on peut entendre, qui se fait des fois de façon un peu complexe, un peu lourde, un peu anarchique. Et je pense qu'au niveau national, il faut qu'il y ait une prise de conscience pour dire que le logement est d'un intérêt majeur pour éviter le déséquilibre social. Benoît Dupeil, vous êtes responsable du service logement au conseil départemental. C'est des choses auxquelles vous réfléchissez, j'imagine. Votre conclusion? Ma conclusion, donc je pense qu'il y a un triptyque qui est indissociable, hein, c'est-à-dire produire les bons logements pour les bons besoins et au bon endroit. Je pense qu'aujourd'hui, clairement, hein, sur le secteur béarnais, c'est l'objectif à atteindre. Pour cela, et la clé de voûte, c'est la connaissance. Voilà, c'est bien la vocation du prochain plan départemental de l'habitat, de pouvoir maîtriser de maîtriser les besoins, ces évolutions socio-démographiques, ces évolutions de marché, d'avoir cette veille permanente. L'autre point, effectivement, et l'intervention d'Imen Robana est très juste, c'est aussi, voilà, dans ces points de vigilance, c'est comment on va être en mesure aussi d'accompagner les élus dans la structuration de leur outil de planification, avec toutes les alertes que l'on voit aujourd'hui et ces phénomènes de report. Voilà, donc il y a de la pédagogie à apporter, il y a de l'acculturation sur les outils à mobiliser, c'est très large, c'est complexe. Et là, je pense qu'encore une fois, le département aux côtés de l'État doit jouer ce rôle de régulateur et d'animateur. Merci en tout cas à tous les quatre pour ces propos. Merci messieurs pour l'animation de ce débat. Les mots, les maîtres mots, les verbes qui ont été employés à la fin, maîtriser, anticiper, réguler, mais également innover, produire qualitativement. On va les garder en mémoire pour voir de quelle façon tout cela va évoluer dans les temps à venir et en gardant cette même volonté, ce même dynamisme et cette même, appréciation extrêmement positive, hein, que vous avez eu les uns les autres sur à la fois les atouts que nous avions, les richesses à préserver et notre capacité à essayer de préparer l'avenir. Merci à vous toutes et à vous tous. Vous retrouvez l'intégralité de ces conférences longues, les unes à côté des autres, sur le site internet de la République et du Journal Sud-Ouest. Et surtout, vous avez également, pour celles et ceux qui sont abonnés au numérique, la possibilité de consulter le supplément. Vous vous reportez à la journée de mardi, du mardi 9. Et pour toutes celles et tous ceux qui l'ont conservé chez soi en version papier, de le relire tranquillement. Il y a de très bonnes interviews et de très bons sujets qui nous permettent ensemble de se projeter dans ce qui sera le bien vivre ici en Béarn-et-Soule demain. Merci à vous toutes et à vous tous et à très bientôt.